Bienvenue à toutes et à tous dans cette exploration approfondie de l'évolution et défis futurs du droit international en matière d'usage de la force. Le droit international en particulier, les règles régissant le recours à la force par les États est l'un des fondements essentiels de l'ordre international moderne. Et depuis les premiers principes de la guerre juste jusqu'à l'adoption de la Charte des Nations Unies, le cadre légal du recours à la force a évolué de manière significative, reflétant les transformations politiques, sociales et technologiques du monde. Alors, cette vidéo va vous proposer un voyage à travers l'histoire du droit international en retraçant les étapes clés qui ont façonné les règles actuelles et en examinant un petit peu les défis contemporains auxquels le droit international fait face. Nous allons aborder la transition de la doctrine de la guerre juste, fortement influencée par des penseurs comme Saint-Augustin et Grotius, à l'ère du positivisme et de la souveraineté des États, marquée par le traité de Westphalie. Ensuite, nous explorerons l'impact de la création de la Société des Nations et de la Charte des Nations Unies qui ont cherché à limiter et encadrer l'usage de la force dans un contexte mondial. Alors que le monde moderne fait face à des menaces nouvelles et complexes, telles que le terrorisme, cyberattaques et interventions préventives, il est important de comprendre comment le droit international continue de réguler l'usage de la force. Les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, notamment l'article 2, interdisant l'usage de la force, ainsi que les règles du droit international coutumier, restent essentiels pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Cependant, l'interprétation et l'application de ces principes sont continuellement mises à l'épreuve par les réalités géopolitiques actuelles. Dans les systèmes juridiques internes, la force est principalement utilisée par les institutions gouvernementales pour maintenir l'ordre et appliquer la loi. Et cette centralisation de l'autorité et du pouvoir de coercition crée une hiérarchie claire, où les citoyens sont soumis à l'autorité de l'État, lequel est lui-même soumis aux lois qu'il édicte. En revanche, le droit international opère dans un cadre où les États sont souverains et égaux, et où aucun d'entre eux ne peut prétendre exercer une autorité coercitive sur les autres. Et cette absence de hiérarchie rend la régulation du recours à la force particulièrement délicate. Le droit international, contrairement au système interne, repose sur des principes tels que le consentement, le consensus, la réciprocité et la bonne foi. Et ces principes sont essentiels pour comprendre comment le droit international fonctionne dans la pratique. Le consentement est fondamental car sans lui, aucune règle ne peut être imposée à un État souverain. Les États acceptent les règles du droit international en adhérant à des traités, en participant à des organisations internationales ou en adoptant des pratiques reconnues comme étant du droit coutumier. Le consensus, le consensus, quant à lui, il joue un rôle très important dans l'évolution et la codification des nouvelles normes. C'est en obtenant l'accord des principales puissances et des États concernés que de nouvelles règles peuvent être établies et appliquées. La réciprocité est un autre pilier du droit international. Donc, elle garantit que les États respectent les règles internationales, sachant que les autres États feront de même. Et ce principe est particulièrement important dans le cadre de la régulation de la force, car il instaure un système de responsabilité mutuelle. Par exemple, un État qui s'abstient de recourir à la force contre un autre s'attend à ce que cet autre État adopte la même attitude à son égard. Et si ce principe est respecté, il contribue à la stabilité et à la prévisibilité des relations internationales. La bonne foi est également essentielle dans le fonctionnement du droit international, puisque ça signifie que les États doivent agir de manière honnête et sincère lorsqu'ils s'engagent à respecter les normes internationales. Et cela implique de ne pas chercher à contourner les règles ou à les interpréter de manière opportuniste. En matière de recours à la force, la bonne foi revêt une importance particulière. Il exige que les États justifient leurs actions de manière transparente et conformément aux règles établies, même lorsqu'ils estiment que la force est nécessaire pour protéger leurs intérêts
ou assurer leur défense. Cependant, bien que le droit international cherche à minimiser, à réguler le recours à la force, il ne peut pas toujours imposer sa volonté. Et l'absence d'un pouvoir coercitif centralisé signifie que l'application du droit repose souvent sur la volonté des États eux-mêmes de respecter les règles qu'ils ont acceptées. Et c'est ici que les considérations politiques, économiques et stratégiques entrent en jeu. Les États prennent des décisions en fonction de leurs intérêts nationaux qui peuvent parfois entrer en conflit avec les principes du droit international. Donc, le rôle du droit international est de fournir un cadre permettant de contenir et de sanctionner le recours à la violence, tout en reconnaissant les réalités du pouvoir et de la souveraineté des États. Et ce cadre évolue constamment, influencé par les événements historiques, les changements dans l'équilibre des pouvoirs et les nouvelles menaces globales. Le droit international ne se contente pas de réguler l'usage à la force, il cherche aussi à offrir des mécanismes pour résoudre les différends pacifiquement, à travers des négociations, la médiation, l'arbitrage ou les décisions judiciaires. Ça, on l'a vu dans une vidéo précédente. Alors, tout d'abord, la doctrine de la guerre juste est l'une des conceptions les plus anciennes et les plus influentes en matière de régulation du recours à la force par les États. Et elle trouve ses racines dans la christianisation de l'Empire romain. Et elle a évolué au fil des siècles pour s'adapter aux réalités politiques, sociales et juridiques du monde moderne. Cette doctrine qui a profondément marqué la pensée occidentale et les normes internationales a contribué à façonner les règles régissant l'usage de la force avant l'avènement du système international contemporain incarné par les Nations Unies. La doctrine de la guerre juste est née à la fin de l'Antiquité dans le contexte de la christianisation de l'Empire romain. Et avant cette période, les chrétiens, influencés par les enseignements euh, religieux, prenant la paix et la non-violence, avaient majoritairement adopté une position pacifiste. Cependant, avec la conversion de l'empereur Constantin au christianisme, et l'élévation de cette religion au rang de religion d'État, les chrétiens ont été confrontés à de nouvelles responsabilités, notamment la défense de l'Empire et le maintien de l'ordre. Et cette transition a nécessité un réexamen de la position chrétienne sur l'usage de la force. La doctrine de la guerre juste a émergé comme une tentative de concilier les exigences de la foi chrétienne avec les réalités politiques et militaires de l'époque. Et le concept central de cette doctrine était que la guerre pouvait être moralement justifiée à condition qu'elle soit menée pour une cause juste et selon des principes éthiques stricts. Cette idée a été développée par des théologiens chrétiens, en particulier Saint Augustin d'Hippone, qui a joué un rôle central dans la formulation initiale de la doctrine. Saint Augustin est largement reconnu comme le père de la doctrine de la guerre juste, puisque dans ses écrits, il a cherché à définir les conditions dans lesquelles l'usage de la force pouvait être considéré comme moralement acceptable pour un chrétien. Pour Augustin, la guerre devait être menée pour rétablir la paix et l'ordre, non pour conquérir ou détruire. Il considérait la guerre comme un mal, mais parfois un mal nécessaire pour corriger une injustice. Et selon Augustin, une guerre juste devait répondre à trois critères principaux: la cause juste, l'autorité légitime et l'intention droite. La cause juste était primordiale, la guerre devrait être menée pour réparer un tort ou défendre l'innocence. L'autorité légitime impliquait que seule une autorité souveraine, telle qu'un roi ou un empereur, pouvait déclarer la guerre. Enfin, l'intention droite exigeait que la guerre soit menée avec l'intention de rétablir la paix, non pour des motifs égoïstes ou malveillants. Saint Augustin a également souligné que la guerre ne devait jamais viser la destruction totale de l'ennemi, mais plutôt sa réintégration dans un ordre pacifique. Ainsi, bien que la guerre soit une tragédie, elle pouvait être justifiée si elle visait à restaurer la justice et l'ordre. Et cette perspective a jeté les bases de la pensée médiévale moderne sur le droit de la guerre. Alors, au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin a élaboré et systématisé les idées d'Augustin, en les intégrant dans une vision plus large de la morale chrétienne.
Dans son œuvre principale, La Somme théologique, Thomas d'Aquin a affiné la doctrine de la guerre juste en la liant à une compréhension plus profonde des lois naturelles et divines. Il a ajouté des nuances à la théorie augustinienne en introduisant une distinction claire entre la guerre juste et la guerre injuste, non seulement en fonction de la cause, mais aussi en fonction des moyens utilisés. Alors, d'Aquin a repris les trois critères de la guerre juste définis par Augustin, mais il a mis un accent particulier sur la nécessité d'une intention droite et la proportionnalité. Pour lui, la guerre ne pouvait être justifiée que si elle était menée avec l'intention de promouvoir le bien commun, de punir les méchants et de défendre les innocents. En outre, l'usage de la force devait être proportionnel à l'offense subie et la violence excessive ou la cruauté était moralement inadmissible. Thomas d'Aquin a également précisé que la guerre juste devait être un dernier recours après l'épuisement de toutes les autres options pacifiques. Et cette idée de la guerre comme dernier recours ou ultima ratio est devenue un élément fondamental de la doctrine de la guerre juste et a influencé le développement ultérieur du droit international humanitaire. Avec l'émergence des États-nations en Europe à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne, la doctrine de la guerre juste a subi des transformations significatives. Alors que la guerre juste avait été initialement formulée dans un contexte chrétien universel, elle a progressivement été adaptée aux réalités du monde dominé par des États souverains et laïques. Au XVIe siècle, des penseurs comme Francisco de Vitoria et Francisco Suarez ont contribué à la transition de la guerre juste vers une doctrine plus laïque et centrée sur l'État. Vitoria, par exemple, a soutenu que la guerre ne pouvait être justifiée que pour des raisons liées à la défense de la souveraineté et de la justice. Il a insisté sur le fait que même les puissances les plus justes devaient chercher à résoudre les conflits par des moyens pacifiques avant de recourir à la guerre. La montée du positivisme juridique à l'époque moderne a marqué un tournant décisif avec l'essor du système des États souverains après la paix de Westphalie 1648. La notion de guerre juste a progressivement perdu de sa centralité au droit international et le droit international moderne, fondé sur le respect de la souveraineté et l'égalité des États, a conduit à une situation où aucun État ne pouvait prétendre juger de la justice de la cause d'un autre. La guerre, bien que régulée par certaines normes, était perçue comme une prérogative souveraine, souvent déconnectée des considérations morales de la doctrine de la guerre juste. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont profondément ébranlé les fondements du système international basé sur la souveraineté des États. Et face à l'horreur et à la dévastation causée par ces conflits, la communauté internationale a ressenti un besoin pressant de restructurer l'ordre mondial pour prévenir de telles catastrophes à l'avenir. Et c'est dans ce contexte que les Nations Unies ont été fondées en 1945 avec pour mission première de maintenir la paix et la sécurité internationale. La Charte des Nations Unies a codifié les principes modernes de recours à la force, établissant une interdiction générale de l'agression, tout en prévoyant des exceptions limitées telles que le droit à la légitime défense et les actions autorisées par le Conseil de sécurité. Et ce cadre a représenté une rupture radicale avec la doctrine traditionnelle de la guerre juste, en établissant des normes contraignantes pour tous les États membres, pour tout l'ensemble des États membres des Nations Unies. Et donc l'évolution de la doctrine de la guerre juste vers les principes contemporains du droit international témoigne de la transformation des normes éthiques et juridiques régissant le recours à la force, tandis que la doctrine de la guerre juste mettait l'accent sur la justice morale des causes. Le droit international moderne privilégie la régulation collective et institutionnelle de la force dans le but ultime de préserver la paix mondiale. Il faudrait souligner que la doctrine de la guerre juste, qui a évolué à partir des enseignements théologiques et philosophiques de l'Antiquité chrétienne, a trouvé une nouvelle vitalité et complexité au Moyen Âge. Ce développement a été fortement influencé par les contributions d'éminents théologiens
et juristes espagnols comme Francisco de Vitoria et Francisco Suarez, le travail il a permis de systématiser et d'enrichir les concepts de guerre juste en les intégrant dans un cadre juridique et moral plus cohérent, adapté aux réalités des États-nations naissants. Et cette période a vu l'affinement de la définition de la guerre juste, la clarification des conditions nécessaires pour qu'un conflit soit moralement et juridiquement acceptable, ainsi que l'introduction des principes essentiels comme la proportionnalité et l'immunité des innocents. Alors, Francisco de Vitoria, donc 1483-1546, souvent considéré comme l'un des pères du droit international, a joué un rôle central dans la redéfinition de la doctrine de la guerre juste. Théologien et dominicain et professeur à l'université de Salamanque, Vitoria a été profondément influencé par les débats de son époque sur la légitimité des guerres menées par les puissances européennes, notamment en Amérique latine. Il a cherché à concilier les enseignements chrétiens traditionnels avec les réalités des nouvelles relations internationales qui émergeaient à la suite des découvertes géographiques et de l'expansion coloniale. Dans ses Relecciones, Vitoria a mis en avant l'idée que la guerre devait être un dernier recours, justifié uniquement dans des circonstances très spécifiques. Il a également insisté sur le fait que les peuples autochtones du Nouveau Monde avaient des droits légitimes, y compris le droit à la propriété, à l'autonomie, que les colonisateurs devraient respecter. Victorien a ainsi élargi le concept de guerre juste pour inclure non seulement la défense contre une agression injuste, mais aussi protection des droits des autres peuples, ce qui a jeté les bases de la pensée moderne sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Francisco Suarez, un autre théologien jésuite espagnol, a poursuivi, approfondi le travail de Vitoria et dans ses œuvres comme De Bello, il a cherché à affiner les conditions de la guerre juste en insistant sur la nécessité d'une cause juste, d'une autorité légitime pour déclarer la guerre et d'une intention droite. Il a également exploré les limites du recours à la force, notamment à travers l'idée de proportionnalité et a insisté sur le respect des règles morales, même en temps de guerre. Pour Suarez, le fait qu'une guerre soit déclarée pour une cause juste ne dispensait pas les belligérants de leur obligation de respecter les règles de la morale chrétienne, en particulier en ce qui concerne la protection des innocents. La doctrine médiévale de la guerre juste repose sur plusieurs critères clés qui doivent tous être remplis pour qu'une guerre soit considérée comme moralement et juridiquement justifiable. Et ces critères, largement développés par Victoria Suarez et d'autres théologiens médiévaux, comprennent la cause juste, l'autorité légitime, l'intention droite, la proportionnalité et le dernier recours. Alors la cause juste, c'est l'élément central. On a expliqué ça dans la dernière diapo, qui stipule qu'une guerre ne peut être considérée comme justifiable que si elle est menée pour rectifier un tort grave ou pour défendre des droits légitimes. Alors, l'autorité légitime, ça aussi, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est seule une autorité légitime, globalement un souverain ou un État reconnu, a le droit de déclarer une guerre. L'intention droite signifie que la guerre doit être menée avec l'objectif de rétablir la justice et la paix, et non pour des motifs égoïstes ou malveillants, tels que la vengeance, la conquête ou la gloire personnelle. Alors, la proportionnalité, le principe de proportionnalité est une composante essentielle de la doctrine de la guerre juste et stipule que la violence utilisée dans le cadre d'une guerre doit être proportionnelle à l'injustice subie ou à la menace à laquelle on répond. Et cela signifie que même si une guerre est justifiée, les moyens employés doivent être limités et mesurés. Les dommages infligés à un ennemi doivent être strictement nécessaires pour atteindre les légitimes de la guerre et l'utilisation exclusive de la force est considérée comme moralement et juridiquement inacceptable. Suarez a particulièrement insisté sur ce point, affirmant que la proportionnalité devrait être respectée pour éviter que la guerre ne devienne un instrument de destruction aveugle. Alors, le dernier recours, le critère dernier stipule que la guerre ne doit être envisagée qu'après l'épuisement de toutes les autres options pacifiques et avant de recourir à la force, les dirigeants doivent avoir tenté de résoudre le conflit par des moyens diplomatiques de négociation
ou d'autres formes de résolution de conflits. Et c'est un principe qui reflète euh, l'idée que la guerre, bien qu'elle puisse parfois être nécessaire, est toujours un mal en soi et que de toute possibilité de l'éviter doit être pleinement explorée. Alors, si on vient à ce principe de proportionnalité, il est étroitement lié à l'idée de la guerre juste et joue un rôle très important dans la limitation des horreurs de la guerre, puisqu'il impose que les actions militaires doivent être proportionnelles aux objectifs. Et Suarez en particulier souligne l'importance de ce principe-là en temps de guerre et a insisté sur le fait que les dirigeants devraient constamment évaluer les conséquences de leurs actions militaires et s'assurer que les moyens employés étaient nécessaires pour atteindre les objectifs justes de la guerre. Un autre aspect fondamental de la doctrine de la guerre juste est l'immunité des innocents. Et ce principe stipule que les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, telles que les civils, les femmes, les enfants et les prisonniers de guerre, doivent être protégés contre les violences de la guerre. Et l'immunité des innocents est une expression de la conviction que même en temps de guerre, certaines limites morales doivent être respectées. Et cette idée est profondément enracinée dans la tradition religieuse et a été intégrée dans le droit de la guerre dès le Moyen Âge. Alors, Vittoria et Suarez ont tous deux insisté sur le fait que les belligérants devaient faire tout leur possible pour épargner les innocents et minimiser les souffrances inutiles. Et ils ont souligné que le ciblage délibéré de civils ou l'utilisation de tactiques qui entraînent des pertes civiles disproportionnées était contraire à la morale religieuse et à la justice naturelle. Et ces principes ont jeté les bases du droit international humanitaire moderne qui cherche à protéger les civils, à limiter les effets destructeurs des conflits armés. Le positivisme juridique qui a commencé à se développer au XVIIe siècle se caractérise par une conception du droit comme étant fondé exclusivement sur la volonté des États souverains. Et contrairement aux doctrines antérieures qui intégraient des considérations morales ou théologiques dans la définition de la guerre juste, le positivisme met l'accent sur la légalité formelle plutôt que sur la moralité. Et selon cette approche, le droit international est le produit des accords entre États souverains et non d'un ordre moral universel ou divin. Et cette conception du droit a conduit à une réévaluation du concept de guerre juste, alors que la guerre juste était définie comme par des critères moraux tels que la cause juste, l'autorité légitime et l'intention droite. Le positivisme a déplacé l'attention vers la souveraineté des États et leur droit de faire la guerre selon leur propre jugement. Alors la guerre n'était plus perçue comme une question de justice morale, mais comme un instrument de politique étatique régi par des règles formelles convenues entre les États. Et ce changement a affaibli l'idée que la guerre devrait être moralement justifiée et a ouvert la voie à une vision plus réaliste et pragmatique des relations internationales. Et parallèlement à l'essor du positivisme, le système de l'équilibre des puissances a émergé en Europe comme un mécanisme pour maintenir la stabilité internationale et il repose sur l'idée que la paix peut être préservée en maintenant un équilibre entre les grandes puissances, de sorte qu'aucune ne puisse dominer les autres. Et ce principe a encouragé une approche pragmatique des relations internationales, où la guerre était considérée comme un moyen légitime de rétablir ou de maintenir cet équilibre. Dans ce contexte, la guerre n'était plus jugée en fonction de sa moralité, mais en fonction de son efficacité à préserver l'équilibre des puissances. Et cette perspective a contribué à la marginalisation de la doctrine de la guerre juste, puisqu'elle mettait l'accent sur l'intérêt national et la raison d'État plutôt que sur des principes moraux universels. Le traité de Westphalie, signé en 1648, a marqué un moment décisif dans l'histoire du droit international et des relations internationales, puisqu'il a mis fin à la guerre de 30 ans, un conflit dévastateur qui avait ravagé l'Europe et a jeté les bases d'un nouvel ordre international fondé sur la souveraineté des États. Le traité de Westphalie est souvent considéré comme le point de départ du système westphalien qui reste une pierre angulaire de l'ordre international moderne. Et l'une des principales contributions du traité de Westphalie a été la reconnaissance explicite de la souveraineté des États.
Avant ce traité, l'Europe était en grande partie organisée autour d'un système féodal complexe où l'autorité était fragmentée entre de multiples entités politiques, religieuses et territoriales. Et le traité de Westphalie a établi le principe selon lequel chaque État est souverain sur son territoire et ne doit pas être soumis à l'ingérence d'autres États. Et ce principe a consolidé l'idée que les États sont les principaux acteurs des relations internationales et qu'ils ont le droit de décider de leurs propres affaires, y compris en matière de guerre et de paix. Le principe de souveraineté a également eu des implications profondes pour le droit de la guerre. Avant le traité, la guerre était souvent justifiée par des motifs religieux ou moraux, comme la défense de la foi chrétienne ou la punition des injustices. Mais le traité de Westphalie a contribué à séculariser le droit international en affirmant que les États sont les seuls juges de leurs propres intérêts et qu'ils ont le droit de faire la guerre pour défendre leur souveraineté. Et cette sécularisation a affaibli l'idée de la guerre juste en tant que guerre moralement justifiée, en la remplaçant par l'idée que la guerre est un outil légitime de la politique étatique. Le déclin le déclin de la doctrine de cas juste et l'essor du positivisme ont eu des conséquences profondes sur le droit de la guerre, notamment en ce qui concerne les lois de la neutralité et les conséquences juridiques de la guerre. Puisque le traité de Westphalie a établi des règles pour la conduite des guerres, notamment en matière de neutralité et de respect des frontières. Les États signataires se sont engagés à respecter les droits des États membres, des États neutres, et de ne pas envahir leur territoire. Et ce principe a jeté les bases du droit international moderne de la neutralité qui vise à protéger les États non belligérants contre les conséquences des conflits armés. Alors les États neutres, c'est-à-dire ceux qui ne participent pas à un conflit, ont des droits et des devoirs spécifiques en vertu du droit international. Les lois de la neutralité qui se sont développées au cours du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, visent à protéger les États neutres contre les effets des guerres menées par d'autres États. Cependant, les lois de la neutralité imposent également des obligations aux États neutres. Ils doivent, par exemple, traiter les belligérants de manière équitable et ne pas fournir d'assistance militaire ou matérielle à l'une des parties au conflit. En cas de violation de la neutralité, un État neutre peut perdre son statut de neutralité et être considéré comme un belligérant. Et le respect des lois de la neutralité est donc essentiel pour préserver la stabilité et l'ordre dans le système international. Une autre conséquence juridique de la guerre est l'application des lois de la guerre ou droits de la guerre qui régissent la conduite des hostilités. Et le déclin de la guerre juste a entraîné une formalisation des règles de la guerre avec l'idée que même une guerre considérée comme injuste du point de vue moral pouvait être légale du point de vue du droit international à condition qu'elle respecte certaines normes. Et ces règles incluent la protection des non-combattants, la limitation des moyens et méthodes de guerre et le traitement humain des prisonniers de guerre. Alors, le positivisme a également conduit à une formalisation des conséquences juridiques de la guerre, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l'état de guerre et les effets juridiques qui en découlent. La déclaration de guerre, par exemple, était souvent requise pour établir officiellement l'état de guerre entre deux États, ce qui avait des implications pour les relations diplomatiques, le commerce international et les droits des ressortissants étrangers. Une fois la guerre déclarée, les États en guerre étaient soumis à un ensemble de règles spécifiques régissant leur conduite, y compris le traitement des ressortissants ennemis, la saisie des biens ennemis et la suspension des traités en temps de guerre. Alors, la question des mesures hostiles en deçà de la guerre elle occupe une place très importante dans l'histoire des relations internationales et du droit international. Alors que la guerre traditionnelle implique une déclaration formelle de guerre entre États et l'engagement des forces militaires dans des hostilités à grande échelle, il existe un ensemble de pratiques qui, bien que coercitives et souvent violentes, ne franchissent pas le seuil formel de la guerre. Et ces mesures incluent les représailles, les blocus pacifiques et d'autres formes d'action coercitive qui visent à forcer un État
un autre État à changer le comportement sans déclencher une guerre à part entière. L'une des caractéristiques clés des mesures hostiles en deçà de la guerre est qu'elles n'impliquent pas nécessairement une déclaration formelle de guerre. Historiquement, les États ont souvent eu recours à des actions coercitives pour atteindre leurs objectifs politiques ou économiques sans entrer en guerre ouverte. Alors, les représailles sont des actions, tout d'abord, les représailles sont des actions coercitives menées en réponse à une violence préalable du droit international par un autre État et sont en elles-mêmes des actes illégaux au regard du droit international, mais elles deviennent justifiables en raison du comportement illicite initial de l'autre État. Cependant, ces représailles sont soumises à des conditions strictes. Elles doivent être proportionnelles à l'infraction initiale. Ils ne doivent pas impliquer l'usage excessif de la force et doivent être précédées d'une demande formelle de réparation. Et si ces conditions ne sont pas respectées, les représailles peuvent être considérées comme illégales et entraîner des sanctions internationales. En plus, les représailles ne doivent pas viser des civils pour causer des dommages disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. Il y a aussi le blocus pacifique qui constitue une autre forme de mesure hostile en deçà de la guerre. Et ça consiste à empêcher l'accès à un port ou à une région spécifique sans qu'il y ait de guerre déclarée. Et ce type de blocus est utilisé pour faire pression sur un État en perturbant son commerce ou en empêchant l'accès à des ressources vitales, tout en évitant une escalade vers un conflit armé total. Contrairement à un blocus en temps de guerre, un blocus pacifique n'implique pas nécessairement l'utilisation de la force armée contre les navires ou les territoires d'un autre État, mais il peut néanmoins avoir des conséquences économiques et politiques significatives. Les blocus pacifiques ont souvent été utilisés au XIXe siècle par des grandes puissances européennes pour atteindre leurs objectifs sans recourir à la guerre. Le Royaume-Uni, en l'occurrence, a fréquemment imposé des blocus pacifiques pour faire pression sur les États qui menaçaient ses intérêts commerciaux ou coloniaux. Et ces blocus ont permis d'atteindre des objectifs diplomatiques tout en maintenant une façade de paix. La distinction entre la guerre et les mesures hostiles en deçà de la guerre repose sur plusieurs critères juridiques et politiques. Tout d'abord, la guerre traditionnelle implique une déclaration formelle de guerre et l'engagement des forces armées dans des hostilités prolongées. Et cette déclaration crée un état de guerre qui a des conséquences juridiques importantes telles que la suspension des traités entre les belligérants, la confiscation des biens ennemis et la mise en place de règles spécifiques concernant les prisonniers de guerre et les civils. En revanche, les mesures hostiles en deçà de la guerre n'entraînent pas la création d'un état de guerre formel et sont souvent menées sans déclaration préalable et visent à atteindre des objectifs spécifiques sans déclencher un conflit à grande échelle. Et cette distinction est très importante puisqu'elle permet aux États de recourir à la coercition sans s'exposer aux conséquences juridiques et diplomatiques d'une guerre ouverte. D'autres termes, les mesures hostiles en deçà de la guerre sont un moyen pour les États d'exercer une pression sur leurs adversaires tout en évitant les coûts élevés et les risques politiques associés à une guerre déclarée. Le XIXe siècle a été une période de transformation pour le droit international, en particulier en ce qui concerne la réglementation des mesures hostiles en deçà de la guerre. Et cette période a vu l'émergence des règles plus formelles pour encadrer l'utilisation de la force par les États et pour limiter les abus potentiels associés aux représailles et aux blocus pacifiques. L'une des évolutions les plus significatives de cette époque a été la codification progressive des lois de la guerre et des lois de la neutralité. Les conventions de la Haye de 1899 et 1907 ont joué un rôle très important dans l'établissement des règles internationales pour la conduite des hostilités, y compris les règles relatives aux blocus et aux représailles. Et ces conventions cherchaient à limiter l'usage de la force et à protéger les civils et les États neutres contre les effets destructeurs des conflits armés. Les lois de la neutralité en particulier ont été renforcées au cours du XIXe siècle. Les États neutres ont été reconnus comme ayant des droits spécifiques et qui devraient être respectés par les belligérants. Et cela comprenait le droit de ne pas avoir leur territoire utilisé à des fins militaires et le droit de maintenir des relations commerciales avec les États en guerre à condition que ces relations soient équitables et ne favorisent pas l'une des parties au conflit.
Et ces lois ont contribué à stabiliser les relations internationales en offrant une protection juridique aux États qui ne souhaitaient pas s'impliquer dans les conflits militaires. Et parallèlement à ça, le 19e siècle toujours, il a vu un recours croissant à la diplomatie pour résoudre les conflits et éviter l'escalade vers la guerre. Toutefois, l'utilisation des mesures aussi en deçà de la guerre a également suscité certaines controverses. Le recours excessif aux représailles ou au blocus pacifique a parfois été critiqué pour avoir violé les principes de souveraineté et d'égalité des États, et de plus, ces mesures ont parfois conduit à des escalades imprévues, transformant des tensions initiales en conflits armés. Et ces défis ont mis en évidence les limites des mesures hostiles en deçà de la guerre en tant qu'instrument de politique internationale et ont souligné la nécessité d'un cadre juridique plus robuste pour réguler l'utilisation de la force. Alors, la création de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, et elle a marqué un tournant très important dans l'histoire du droit international, relations internationales, en introduisant une tentative sans précédent de réguler les conflits entre États et d'interdire le recours à la guerre. Et cet effort s'inscrit dans un contexte historique où les horreurs de la guerre mondiale ont suscité un profond désir de paix et une volonté de restructurer l'ordre international pour prévenir de futurs conflits. Et cependant, malgré les avancées notables comme le pacte de Briand-Kellogg de 1928, qui a condamné formellement la guerre comme instrument de politique nationale, la Société des Nations a rencontré des limites significatives dans sa capacité à interdire efficacement le recours à la force. La Société des Nations, fondée en 1920, dans le cadre des traités de paix qui ont mis fin à la Première Guerre mondiale, en particulier le traité de Versailles, vient de l'idée d'une organisation internationale chargée de maintenir la paix qui avait été largement promue par le président Woodrow Wilson dans son célèbre programme des 14 points qui appelait à la création d'une association générale des nations pour garantir la paix mondiale. Et Wilson voyait dans la Société des Nations un moyen de transformer les relations internationales en une communauté mondiale de coopération où les différends entre États pourraient être résolus par des moyens pacifiques plutôt que par la guerre. Et le pacte de la Société des Nations, qui est intégré dans les traités de paix, définit les principes directeurs de l'organisation, et ces principes incluent la prévention de la guerre par le désarmement, la diplomatie préventive, et la résolution pacifique des conflits. Le pacte stipule que les membres de la Société des Nations doivent s'engager à respecter et à préserver l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tous les membres de l'organisation et établit également des mécanismes pour la résolution des conflits, y compris le recours à l'arbitrage, médiation, enquête internationale, etc. Et le pacte impose aussi aux membres de ne pas recourir à la guerre avant d'avoir épuisé tous les autres moyens de règlement des différends. Et la création de la Société des Nations représente un effort sans précédent pour institutionnaliser la paix mondiale. Alors, aussi, il y a le pacte de Briand-Kellogg, signé en 1928, constitue une autre étape dans les efforts internationaux pour interdire le recours à la guerre. Également connu sous le pacte de Paris, et ce traité est le résultat d'une initiative conjointe du ministre français des Affaires étrangères, Aristide Briand, et du secrétaire d'État américain Frank Kellogg. Et le pacte marque un moment décisif dans l'histoire du droit international. Le texte du pacte est simple mais puissant. Il engage ses signataires à condamner le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et à renforcer la guerre comme instrument de politique nationale. En signant ce traité, les États parties s'engageant à résoudre leurs conflits par des moyens pacifiques tels que connus. Et le pacte n'exige pas de mécanisme de mise en œuvre complexe, mais il repose sur la conviction que la communauté internationale pourrait discipliner les États qui violeraient cet engagement par des sanctions diplomatiques, économiques ou morales. Et l'importance de ce pacte-là
réside dans son large soutien international. Parce qu'initialement signé par 15 pays, il a été rapidement ratifié par une majorité des États du monde, y compris toutes les grandes puissances de l'époque. Et ce soutien universel fait du pacte l'une des premières tentatives de codification du droit international en matière de guerre et de paix. Et en condamnant explicitement la guerre, le pacte Briand-Kellogg, ou pacte de Paris, établit un précédent important qui influencera les développements ultérieurs du droit international, notamment la Charte des Nations Unies 1945 qui interdit également le recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou sauf sous l'autorité du Conseil de sécurité. Et malgré les efforts de la Société des Nations et du pacte Briand-Kellogg pour interdire la guerre, les deux initiatives se heurtent à des obstacles significatifs qui ont limité leur efficacité, puisque la Société des Nations en particulier échouera à prévenir plusieurs conflits majeurs dans les années 30, ce qui a conduit finalement à la Seconde Guerre mondiale. Et l'une des principales faiblesses de la Société des Nations réside dans son incapacité à contraindre les États membres à respecter ses décisions. Et le pacte de la Société des Nations établit des procédures pour le règlement pacifique des différends, mais il ne dispose pas d'une force armée ou de mécanisme coercitif pour imposer ces résolutions. Vous avez par exemple l'Italie, lorsque l'Italie envahit l'Éthiopie en 1935, la Société des Nations condamne l'agression et impose des sanctions économiques, mais ces sanctions sont largement inefficaces, en partie parce qu'elles ne sont pas pleinement appliquées par tous les membres, et cette incapacité à faire respecter ces décisions affaiblit la crédibilité de la Société des Nations et encourage d'autres États à défier l'ordre international sans crainte de représailles. Le principe de l'unanimité qui régit les décisions du Conseil de la Société des Nations a posé également un problème majeur. Toute décision importante nécessite le consentement unanime des membres du Conseil, ce qui donne un droit de veto de facto à chaque membre. Et ce mécanisme paralyse souvent la prise de décision, en particulier dans les situations où les intérêts des grandes puissances sont en jeu. Lorsque la guerre civile éclate en Espagne en 1936, la Société des Nations est incapable de prendre des mesures efficaces pour empêcher l'escalade du conflit, en particulier à cause des divergences d'opinion parmi les membres du Conseil. Il y a un autre facteur limitant l'efficacité de la Société des Nations, et c'était son approche fragmentée des questions de désarmement. Bien que le désarmement soit l'un des objectifs déclarés de l'organisation, les efforts pour prévenir un accord global sur la réduction des armements, il a toujours échoué, et à plusieurs reprises. Le manque de confiance entre les grandes puissances combinées de préoccupations croissantes concernant la sécurité nationale dans un environnement international instable. Tout cela ont empêché tout progrès significatif dans ce domaine et en conséquence les tensions militaires continuent de croître dans les années 30, préparant le terrain pour le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Alors la Charte des Nations Unies, adoptée en 1945, à la suite des ravages de la Seconde Guerre mondiale, a établi encore un cadre juridique institutionnel visant à préserver la paix et la sécurité internationale. L'article 2 en particulier de la Charte énonce une règle fondamentale des relations internationales, puisque les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Cette disposition pose une interdiction générale de recours à la force qui vise à protéger les États contre les agressions armées et à maintenir l'ordre international basé sur le respect de la souveraineté des États. L'interdiction de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique des États reflète une reconnaissance universelle de la nécessité de protéger des États contre les interventions militaires qui menaceraient leur existence en tant que quantité souveraine. L'intégrité territoriale fait référence à l'inviolabilité des frontières d'un État, tandis que l'indépendance politique englobe le droit
de chaque État membre à déterminer librement ses propres systèmes politiques, économiques et sociaux sans ingérence extérieure. Et l'article 2 vise à prévenir les guerres d'agression, les occupations militaires et toute autre forme de coercition qui pourrait porter atteinte à ces principes fondamentaux. Et depuis son adoption, la Charte des Nations Unies a acquis le statut de principe fondamental du droit international coutumier, et cela signifie que l'interdiction de recours à la force est reconnue comme une norme contraignante qui s'applique à tous les États, qu'ils soient ou non membres des Nations Unies. Et le caractère coutumier de cette règle repose sur la large acceptation par la communauté internationale et sur la pratique constante des États qui s'y conforment. Cependant, il convient de noter que bien que l'article 2 soit largement respecté, il n'est pas à l'abri de violations. Et dans plusieurs cas, des États ont recouru à la force en invoquant des justifications diverses telles que la légitime défense, préventif ou l'intervention humanitaire, suscitant des débats sur l'interprétation et l'application de l'interdiction de la force. Et ces controverses montrent que malgré son statut de norme coutumière, l'application de l'article 2 reste sujette à des interprétations divergentes, ce qui souligne la complexité de maintenir une interdiction universelle de la force dans un monde marqué par des intérêts nationaux parfois conflictuels. L'article 2, bien sûr, il impose une interdiction générale du recours à la force, mais la charte prévoit deux exceptions majeures à ce principe. Les mesures collectives qui sont prévues par l'article 42 de la charte et qui autorisent le Conseil de sécurité à prendre des mesures militaires pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale lorsque les moyens pacifiques sont insuffisants. Et cela inclut l'autorisation d'utiliser la force armée pour faire face à des menaces à la paix, des ruptures de la paix ou des actes d'agression. Et les mesures collectives sont sous l'autorité du Conseil de sécurité, sont une expression du principe de sécurité collective, selon lequel les membres de la communauté internationale s'engagent à agir ensemble pour prévenir et réprimer les actes d'agression. L'exemple le plus emblématique de l'application des mesures collectives serait l'intervention en Corée en 1950, où le Conseil de sécurité a autorisé une coalition internationale à repousser l'invasion nord-coréenne du Sud. Cette intervention, menée sous le drapeau des Nations Unies, a illustré la capacité du Conseil de sécurité à agir pour maintenir la paix. Et bien que de telles actions restent rares, en raison de la nécessité d'obtenir l'accord des membres permanents du Conseil, chacun disposant d'un droit de veto. Alors, deuxièmement, il y a le droit à la légitime défense. Le deuxième principe, c'est le droit à la légitime défense, qui est prévu par l'article 51 de la Charte, qui constitue la deuxième exception à l'interdiction du recours à la force. Et selon cet article, rien dans la Charte n'affecte le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations Unies est objet d'une agression armée. Et le droit à la légitime défense est un principe bien établi au droit international qui permet à un État de répondre à une attaque armée par l'usage de la force. Le droit à la légitime défense a fait l'objet de débats, notamment en ce qui concerne la légitime défense préventive ou anticipatoire, c'est-à-dire l'utilisation de la force pour prévenir une attaque imminente. Et bien que certains États aient invoqué ce concept pour justifier des actions militaires, la légitime défense préventive reste controversée et la majorité des juristes en droit international soutiennent que le droit à la légitime défense ne peut être invoqué que face à une agression armée réelle et actuelle. Alors, le concept de force en droit international, c'est un élément fondamental dans la structuration des relations entre les États. Et cependant, la définition de ce terme, en particulier tel qu'il est formulé dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies, a fait l'objet de nombreuses discussions et interprétations depuis l'adoption de la Charte en 1945. Et cet article, bien sûr, impose aux États de s'abstenir de recours à la menace ou l'emploi de la force dans leurs relations internationales, sauf en cas de légitime défense ou d'autorisation par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Néanmoins, le terme force reste ambigu et son interprétation il a évolué au fil du temps, soulevant des questions complexes quant à sa portée et son application. Traditionnellement, le terme force a été interprété comme se référant essentiellement à la force armée,
Et cette interprétation découle du contexte historique dans lequel la Charte des Nations Unies a été rédigée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et les rédacteurs cherchaient avant tout de prévenir les guerres entre les États, considérant l'usage de la force armée comme la principale menace de la paix et de la sécurité internationale. Et l'article 2 visait principalement à interdire les guerres d'agression et à promouvoir la résolution pacifique des différends. Cependant, cette interprétation restrictive a été remise en question par l'évolution des relations internationales, par la multiplication des formes de coercition entre États et le recours à des moyens de pression, autres que la force armée, tels que les pressions économiques, les blocus ou les sanctions, a soulevé la question de savoir si de telles actions pouvaient également être considérées comme une force au sens de l'article 2. En d'autres termes, le droit international devrait-il englober les formes de coercition économique dans sa définition de la force ou cette notion doit-elle être strictement limitée à l'usage de la violence armée? Et la question de savoir si la force inclut les pressions économiques est particulièrement pertinente dans le contexte des sanctions internationales et des embargos économiques. L'une des principales discussions concernant l'interprétation de la force en droit international tourne autour de la question de savoir si les pressions économiques peuvent ou doivent être incluses. Et d'un côté, certains juristes et États soutiennent que l'article 2 devrait être interprété de manière restrictive, se limitant à l'usage de forces armées. Et d'un autre, d'autres analystes ont plaidé pour une interprétation plus large du terme force qui incluait les pressions économiques et autres formes de coercition non militaire. Et cette position s'appuie sur l'idée que les mesures économiques coercitives peuvent avoir des effets plus graves parfois que l'usage de la force armée, notamment pour déstabiliser un État ou provoquer des pénuries alimentaires ou exacerber des crises humanitaires et même conduire à des changements de régime parfois beaucoup plus qu'une compagnie militaire. Et malgré ces débats, la majorité des interprétations juridiques et pratiques étatiques ont jusqu'à présent conservé une interprétation étroite de l'article 2 limitant la force à l'usage de la violence armée. Il y a plusieurs cas d'utilisation. Bien sûr, cette discussion sur l'inclusion des pressions économiques dans cette définition, elle est restée tout le temps ouverte. Les évolutions futures du droit international pourraient amener une réévaluation de cette position. Alors, il y a plusieurs manières, plusieurs cas d'utilisation de la force en dehors de l'usage armé. En plus des pressions économiques, il existe d'autres formes de coercition qui, bien qu'elles n'impliquent pas directement l'usage de la force armée, peuvent être assimilées à des actes de force en vertu de l'article 2. Et parmi ceux-ci, on figure les blocus pacifiques, les menaces de recours à la force et d'autres mesures coercitives non militaires. Les blocus pacifiques, c'est un exemple d'utilisation de la coercition sans recourir directement à la guerre. Un blocus pacifique est une mesure qui consiste à restreindre l'accès à une zone ou un territoire sans déclarer officiellement la guerre. Les menaces de recours à la force constituent une autre catégorie d'actes coercitifs qui relève de l'article 2 et selon l'interprétation de la CIG, une menace de recours à la force est illégale si l'usage de la force qu'elle implique serait lui-même illégal. Et enfin, il convient de citer que d'autres formes de coercition non armée, telles que les représailles économiques, les embargos, les sanctions militaires et commerciales, qui, bien qu'elles ne constituent pas nécessairement des forces au sens traditionnel, peuvent être interprétées comme des actions coercitives entrant en conflit avec les principes de la Charte des Nations Unies. Et ces actions, bien qu'elles soient illégales, dans certains contextes, peuvent être perçues comme des tentatives de coercition économique ou politique et donc soumises à des restrictions légales similaires à celles qui s'appliquent à l'usage de la force armée. Alors, l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice le 8 juillet 1996 sur la légalité de la menace ou l'emploi d'armes nucléaires constitue un moment très important. Cet avis est sollicité par l'Assemblée générale des Nations unies aborde des questions fondamentales sur l'interprétation de l'article 2
de la Charte des Nations Unies, la légalité de la menace ou l'usage de la force et les implications pour la dissuasion nucléaire. Et bien que non contraignant, cet avis consultatif a eu un impact sur la compréhension juridique des questions liées aux armes nucléaires, à la sécurité internationale et au maintien de la paix. Alors, l'article 2, qui constitue l'une des dispositions centrales des droits internationaux, qui interdisant le recours à la force dans les relations internationales, sauf dans des circonstances très limitées. Euh, et en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies, la CIG a essayé de clarifier ses implications pour les États membres en fournissant une interprétation juridique autorisée sur ces questions complexes. Et dans son avis consultatif sur les armes nucléaires, la CIG a été confrontée à une question particulièrement délicate, la légalité de la menace ou l'emploi d'armes nucléaires, compte tenu des obligations découlant de l'article 2. Et cet article qui interdit non seulement l'usage de la force, mais également la menace de son emploi, sauf dans les cas où elle est autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou justifiée par le droit à la légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte. La CIG a souligné que l'interdiction de l'usage de la force énoncée à l'article s'applique sans équivoque à toute forme de recours à la force armée, y compris l'emploi d'armes nucléaires, et et l'article 2 impose aux États de s'abstenir de toute menace ou emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État ou d'une manière incompatible avec les buts des Nations Unies. La CIG a rappelé que cette disposition constitue un principe fondamental du droit international et que toute dérogation à ce principe doit être interprétée de manière restrictive. En plus de ça, la Cour a insisté sur le fait que la menace de recours à la force doit être évaluée à la lumière des mêmes critères que ceux applicables à l'emploi de la force. En d'autres termes, si l'emploi de la force est illégal, la menace est aussi illégale. Et cela signifie que la légalité d'une menace de recours à la force dépend non seulement des conditions prévues par la Charte des Nations Unies, mais également des règles du droit international humanitaire et des autres normes pertinentes du droit international. Alors, l'avis consultatif, il a également permis de clarifier la définition de la menace de recours à la force, ainsi que les critères permettant d'évaluer sa légalité. La Cour a établi que la menace de recours à la force doit être entendue comme une déclaration de comportement indiquant l'intention d'utiliser la force contre un autre État, et ce qui pourrait inciter cet État à modifier son comportement sous la pression de cette menace. Pour déterminer si une menace de recours à la force est illégale ou illégale, la CIG a proposé un cadre d'analyse basé sur plusieurs critères. Premier, c'est la légalité de la menace dépend du fait que l'emploi de la force envisagée serait en lui-même licite ou illicite. Deuxièmement, la Cour a insisté sur l'examen des circonstances entourant la menace. Cela inclut les intentions du menaçant, le contexte dans lequel la menace est faite et les conséquences probables de cette menace. Et troisièmement, la Cour a souligné que la menace doit être évaluée en tenant compte des obligations spécifiques des États en vertu des traités internationaux auxquels ils sont partis, notamment les accords de désarmement nucléaire. L'avis consultatif de CIG a eu certaines applications pour le concept notamment pour le concept de dissuasion militaire, de dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire repose sur l'idée que la possession d'armes nucléaires combinée à la menace crédible de leur emploi peut prévenir une attaque en rendant les conséquences inacceptables pour l'agresseur potentiel. Et cette stratégie développée pendant la guerre froide repose sur un équilibre de la terreur où aucun des acteurs n'ose utiliser ces armes nucléaires de peur d'une destruction mutuelle assurée. Et la CIG a reconnu la complexité de la question en affirmant que bien que la dissuasion nucléaire implique une menace continue de recours à la force, elle ne peut pas être jugée en dehors de son contexte stratégique. La Cour n'a pas explicitement déclaré la dissuasion nucléaire illégale, mais elle a exprimé des doutes sérieux quant à sa compatibilité
avec les obligations des États en vertu du droit international, en particulier du droit international humanitaire. L'avis consultatif de la CIG a également eu des répercussions sur la légitimité de cette dissuasion nucléaire en tant que doctrine stratégique. Et enfin, nous avons vu que l'avis consultatif de la CIG sur la menace ou l'usage de ces armes nucléaires, il a fourni tout de même une interprétation très importante à l'article 2 de la charte, clarifiant aussi un certain nombre de critères de l'égalité des menaces de recours à la force, tout en soulignant les tensions inhérentes à la doctrine de dissuasion nucléaire. Bien sûr, bien que non contraignant, cet avis contribue à renforcer le cadre juridique régissant les armes nucléaires en particulier, et d'une manière ou d'une autre, encouragé un dialogue continu sur la nécessité de progresser vers un désarmement nucléaire complet. Les implications de cet avis continuent de résonner dans les débats internationaux, mettant en lumière la nécessité d'un équilibre entre la sécurité nationale et les obligations internationales en matière de paix et de désarmement. Alors, la légitime défense est considérée comme un droit inhérent des États, leur permettant de se défendre contre une agression armée. Et ce concept, bien que simple en apparence, est entouré de nombreuses conditions et restrictions qui ont été façonnées par la jurisprudence, la doctrine et la pratique internationale. L'article 51 de la Charte des Nations Unies reconnaît expressément ce droit à la légitime défense. Aucune disposition de la Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations Unies est objet d'une agression armée jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris des mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. L'article 51 prévoit également que l'exercice du droit à la légitime défense est temporaire et doit cesser dès que le Conseil de sécurité prend les mesures nécessaires pour rétablir la paix et la sécurité internationale. Alors, la légitime défense, bien que incontestée, est soumise à ce droit-là est soumis à des conditions strictes pour éviter les abus et garantir qu'il ne soit utilisé dans des situations réellement que dans des situations réellement vraiment justifiées. Et les conditions principales qui encadrent l'exercice de la légitime défense sont celles de la nécessité, de la proportionnalité et de l'imminence. La nécessité est l'une des conditions les plus importantes de la légitime défense puisqu'elle implique que le recours à la force soit la seule option disponible pour repousser une attaque armée. Alors la proportionnalité, c'est-à-dire une autre condition qui exige que la réponse à l'agression doit être proportionnelle à la gravité de l'attaque subie. Et l'imminence, c'est-à-dire la condition d'imminence, est particulièrement pertinente, que ce soit dans la légitime défense préventive ou anticipatoire. Traditionnellement, la légitime défense ne peut être invoquée que lorsque l'agression est effectivement en cours. Cependant, face à la nature des menaces contemporaines, notamment ceux liés aux armes de destruction massive, certains juristes et États ont plaidé pour une interprétation plus souple, permettant la légitime défense en réponse à une attaque imminente. Cette notion d'imminence est délicate puisqu'elle exige une évaluation précise de la menace, ce qui pose des défis en termes de preuves et de perception. Et en plus de ces conditions, le recours à la légitime défense doit également respecter les principes du droit international humanitaire, notamment les règles concernant la protection des civils et les interdictions de certaines armes. L'utilisation de la force en légitime défense doit donc être conduite de manière à minimiser les souffrances inutiles et à éviter les dommages collatéraux excessifs. Vous avez un certain nombre, vous avez la guerre des 6 jours, 1967, c'est un exemple de légitime défense. Vous avez l'intervention des États-Unis en Afghanistan, 2001, qui a été suite aux attaques du 11 septembre 2001, la guerre du Golfe 90-91, suite lorsque l'Irak il a envahi le Koweït. Donc tout ça, ce sont des exemples historiques
de légitime défense. L'intervention humaine est l'un des sujets les plus débattus en droit international. Fait référence à l'usage de la force par un État ou un groupe d'États pour protéger les populations civiles contre les violations massives des droits de l'homme, comme le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, en l'absence notamment de l'autorisation explicite du Conseil de sécurité. Le débat sur l'intervention humanitaire tourne autour de la question de savoir si un État a le droit, voire le devoir d'intervenir militairement dans un autre État pour protéger les populations contre les abus graves sans l'autorisation du Conseil de sécurité. Et cette question elle est complexe et oppose deux principes, la souveraineté et l'interdiction du recours à la force d'une part et la protection des droits humains d'autre part. Les partisans de l'intervention invoquent souvent le principe de la responsabilité de protéger, qui a gagné du terrain après les atrocités commises par au Rwanda et l'ex-Yougoslavie en 1990. En 2005 en particulier, lors du sommet mondial des Nations Unies, les États membres ont adopté un texte qui reconnaît que la communauté internationale a la responsabilité de protéger les populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Cependant, l'application de ce principe reste controversée, surtout lorsqu'elle implique une intervention sans l'autorisation du Conseil de sécurité. Et à l'inverse, les opposants à l'intervention soulignent que le recours à la force sans autorisation viole la souveraineté des États, un principe fondamental du droit international, et mettent en garde contre le risque d'abus de ce concept par des puissances qui pourraient l'invoquer pour justifier des interventions motivées par des intérêts géopolitiques plutôt que par un souci réel de protection des populations. Des précédents historiques, nous avons par exemple le Kosovo, ou l'intervention de l'OTAN en 1999, c'est un exemple le plus souvent cité pour l'intervention militaire, puisque face au massacre et aux expulsions massives de la population albanaise du Kosovo par des forces serbes, l'OTAN avait lancé une campagne de bombardement sans l'autorisation du Conseil de sécurité, puisque celui-ci était paralysé par les vétos russes et chinois. Et les partisans de l'intervention ont soutenu qu'elle était justifiée par la nécessité de prévenir un génocide. Il y a aussi la Somalie 92-93, ou l'opération des Nations Unies en Somalie. C'est un autre exemple qui pourrait être considéré comme une intervention humanitaire, puisque la situation humanitaire en Somalie, aggravée par la guerre civile et la famine, a conduit le Conseil à autoriser l'intervention d'une force internationale pour sécuriser l'acheminement de l'aide humanitaire. Il y a aussi le Rwanda en 1994, souvent cité non pas comme un exemple d'intervention, mais comme un cas où l'absence d'intervention humanitaire a conduit à une catastrophe humaine. La Libye en 2011 est le cas le plus récent et le plus débattu d'intervention humanitaire, puisque le Conseil de sécurité, invoquant la responsabilité de protéger, a autorisé l'usage de la force pour protéger les civils contre les attaques des forces de Muammar Kadhafi. Et ce cas, il a soulevé beaucoup de questions sur les interventions réelles, sur les intentions réelles des États impliqués et sur les conséquences à long terme de cette intervention humanitaire. L'intervention humanitaire demeure un concept controversé, alors que la responsabilité de protéger a été largement acceptée comme en principe. Son application pratique, en particulier lorsqu'elle implique une intervention militaire, elle divise un petit peu la communauté internationale. Un des principaux controverses, c'est le risque d'abus. Un autre peut porter sur la légitimité des interventions unilatérales sans l'autorisation du Conseil de sécurité. Mais malgré ces controverses, il existe un consensus croissant sur le fait que dans des situations de catastrophe humanitaire extrême, la communauté internationale ne peut pas rester passive. Alors, le rôle des organisations internationales dans l'usage de la force, il revêt une importance dans le maintien de la paix et la sécurité internationale, les Nations Unies en particulier, avec le Conseil de sécurité.
joue quand même un rôle central dans l'autorisation et la régulation de l'usage de la force. Et depuis la création de l'ONU 1945, le cadre normatif pour l'emploi de la force a été façonné par une série de résolutions et d'accords internationaux visant à encadrer et limiter le recours à la force dans les relations internationales. Et en parallèle, les interactions entre les organisations régionales et internationales ont également influencé la manière dont la force est régulée au niveau mondial. L'autorisation du recours à la force par le Conseil de sécurité est une fonction critique qui a été utilisée à plusieurs reprises pour répondre à des crises mondiales. Par exemple, en 1990, après l'invasion du Koweït par l'Irak, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 678 autorisant les États membres à utiliser tous les moyens nécessaires pour libérer le Koweït et rétablir la paix et la sécurité dans la région. Et cette résolution a servi de base légale à l'opération Tempête du désert dirigée par les États-Unis en 1991. Et cependant, l'autorisation de l'usage de la force par le Conseil de sécurité n'est pas sans controverse. Le processus de décision au sein du Conseil de sécurité est souvent influencé par des considérations politiques, notamment en raison du droit de veto dont disposent les 5 membres permanents euh, États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France. Et ce droit peut parfois paralyser le Conseil de sécurité, comme ce fut le cas lors de la crise de Kosovo en 1999, lorsque l'OTAN a décidé d'intervenir sans l'autorisation explicite du Conseil de sécurité en raison des veto probables de la Russie et de la Chine. Et de tels cas soulèvent des questions sur l'efficacité et la légitimité du Conseil de sécurité en tant qu'arbitre de l'usage de la force. Et au fil des années, le Conseil de sécurité a adopté plusieurs résolutions. La résolution 678, la résolution aussi 794, adoptée en réponse à la crise humanitaire en Somalie, la résolution 1244, adoptée après la campagne de bombardement de l'OTAN au Kosovo et a autorisé le déploiement d'une force internationale de sécurité au Kosovo et l'établissement d'une administration intérimaire des Nations Unies. Il y a la résolution 1973 adoptée au cours du soulèvement en 2011, soulèvement en Libye. Et cette résolution a autorisé toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils, y compris l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne, etc. Et l'ensemble de ces résolutions montre que le Conseil peut autoriser l'usage de la force dans une variété de contextes. En plus du Conseil de sécurité, les organisations régionales ont aussi un rôle à jouer de plus en plus croissant dans l'autorisation et la régulation de l'usage de la force. Et la Charte des Nations Unies reconnaît ce rôle dans le chapitre 8 qui encourage la coopération avec les organisations régionales pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et cependant, elle stipule également que toute action coercitive entreprise par une organisation régionale doit être préalablement autorisée par le Conseil de sécurité, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure de légitime défense. Plusieurs organisations, notamment l'Union africaine, les interactions entre les Nations Unies, les organisations régionales, par exemple l'Union africaine, l'OTAN, l'Union européenne, illustrent un petit peu comment ces entités peuvent collaborer ou entrer en conflit dans la régulation de l'usage de la force. Et ces interactions ne sont pas sans défi, bien entendu. On a vu plusieurs cas, notamment celui du Kosovo ou de la Libye, qui ont montré comment les organisations régionales peuvent influencer un petit peu les décisions du Conseil de sécurité. Il y a aussi parmi les organisations régionales où il y avait plusieurs intentions, c'est la Ligue arabe. En particulier l'Union africaine, elle a souvent plaidé pour une plus grande autonomie dans la gestion des crises africaines, tout en recherchant le soutien logistique et financier des Nations Unies.
Nous arrivons à la fin de cette exploration du droit international sur l'usage de la force. Il est clair que ce domaine reste l'un des plus complexes et contestés du système juridique international. Et depuis les premiers concepts de la guerre jusqu'au début débat contemporain sur l'intervention humanitaire, le terrorisme, les cyberattaques, etc., le droit régissant le recours à la force, il a constamment évolué, s'adaptant aux réalités changeantes du monde. Et la Charte des Nations Unies demeure le pilier central de la régulation de la force, avec son interdiction stricte de l'usage de la force, sauf en cas de légitime défense ou d'autorisation du Conseil de sécurité. Et cependant, il y a des défis contemporains tels que les interventions préventives, la lutte contre le terrorisme et de nouvelles formes de menaces comme les cyberattaques qui continuent un petit peu de tester les limites de l'interprétation et l'interprétation de ce cadre juridique. L'avenir du droit international sur l'usage de la force dépendra de la capacité de la communauté internationale à naviguer ces défis tout en préservant les principes fondamentaux qui sous-tendent la paix et la sécurité internationale. Les innovations juridiques, les réformes institutionnelles et une plus grande coopération internationale sont essentielles pour faire face à ces nouvelles réalités. Et en fin de compte, le respect du droit international et l'engagement envers les principes de la Charte des Nations Unies resteront euh, fondamentaux pour prévenir les conflits qui empirent un ordre mondial stable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons que cette réflexion sur l'évolution des défis du futur du droit international sur l'usage de la force vous a offert une perspective enrichissante sur ce sujet d'une grande importance pour l'avenir des relations internationales. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à poursuivre cette discussion sociale sur la manière dont nous pouvons ensemble renforcer le cadre juridique international pour un monde plus sûr et plus juste. Merci pour votre attention.